Bonsoir, cette deuxième partie d'émission vous passionnera, j'espère, enfin vous intriguera au moins, comme elle m'a passionné et intrigué, puisque il s'agit d'évoquer avec messieurs Jean-Christophe Pichon et Jean-Pierre Deloup, qui sont les éditeurs du livre, il s'agit d'évoquer une affaire. Donc ça va être le titre du livre, le titre de cette deuxième partie, l'assassinat d'un éditeur à la Libération, sous-titre Robert de Noël, 1902-1945. L'auteur s'appelle Louise Tamand, Anne-Louise Tamand, Alice Louise Tamand. Alice était trop mignon peut-être pour ce qui ressemble par sa fabrication, par sa construction, parfois par sa logique, même certainement par sa logique, un roman policier, ce qui est pour beaucoup de lecteurs une qualité, ce qui pour l'historien peut poser problème, mais ça se construit comme une énigme, comme l'énigme du courrier de Lyon. Cela étant, on sort très vite de la comparaison avec le courrier de Lyon. Bien sûr, ça se passe à une période révolutionnaire de notre histoire, puisque 1945, 2 août 1944 à janvier 1946, 1947, on ne sait pas. La France était dans une période de semi-guerre civile et de semi-révolution, dira-t-on. Enfin, je suis obligé d'abréger d'abord parce que il y a un jeu qui consiste à exaspérer un petit peu mes invités de manière à les rendre plus actifs, plus intervenants, plus incisifs. N'est-ce pas, il est 7h30 du matin et nous préenregistrons en ce 11 juillet une émission que vous écoutez probablement sur la route ou alors le samedi matin tranquillement, sans femme et sans enfants, messieurs, sans mari, mesdames, à 9h du matin, le samedi 30 juillet, peut-être êtes-vous tranquillement en train de nous entendre évoquer donc une période très grave de l'histoire de France, une période où beaucoup de choses se sont nouées et où, curieusement, nous revient des États-Unis ce travail universitaire d'une américaine qui explique bien comment tout a été fait à l'université de Michigan, avec une documentation assez prodigieuse d'ailleurs, si on y réfléchit. J'aimerais que les universités américaines, les universités françaises disposent de moyens comparables. On se dit quand même que l'on puisse fabriquer un livre pareil essentiellement à partir de ce qu'on trouve à l'université de Michigan est assez impressionnant pour nous quand nous savons les difficultés de la recherche historique en France. Alors, la recherche historique en France, je ne sais pas si c'est ses difficultés, parce que nous avons quand même l'hôtel des archives, nous avons aussi nous aurions tous les atouts pour faire mieux que ce livre en France, mais un demi-siècle après, curieusement, un demi-siècle après le procès de 1950, du deuxième procès... le troisième. Le troisième. Donc, plus d'un demi-siècle après 3 procès, d'une affaire tout à fait... Oui, parce que le premier procès consistait, en définitive, était le procès d'épuration de Robert de Noël, intuitu personae. C'est ça. Voilà. Là, le troisième procès est un procès qui oppose les deux héritières, alors voilà, qui sont l'épouse légitime, comme on n'a plus le droit de dire, je crois, l'épouse légale, disons, de Robert de Noël, Madame de Noël, Cécile de Noël, à Jeanne Leviton, qui était donc la maîtresse de Robert de Noël. Ça, on a encore le droit de le dire. Bon. Donc, pendant un demi-siècle, en France, cette affaire a été occultée. Et continue de l'être alors qu'elle est mystérieuse, elle est passionnante, puisque maintenant tous les interlocuteurs ont disparu, donc on attente à la vie privée de personne en révélant que Jeanne Leviton était
la maîtresse de Paul Valéry, par exemple, et a été une femme très active dans le tout Paris, elle-même éditrice, héritière d'une dynastie d'éditeurs, et c'est le personnage central du livre, dont on pourrait faire un très joli, très beau scénario de cinéma. On imagine, alors on peut plus imaginer Bette Davis comme pour jouer le rôle de Jeanne Le Viton, mais enfin on en trouverait une pareille comme ça, peut-être même plus jolie même que Jeanne Le Viton. Était-elle jolie, cette femme qui a quand même séduit des hommes non négligeables. Je crois qu'elle était, sinon jolie, en tout cas, elle devait avoir un charme certain, en tout cas, puisqu'elle a effectivement eu beaucoup d'hommes autour d'elle, et elle a joué, en tout cas, de ce charme, même au niveau politique. Mais si vous permettez, juste pour revenir sur cette histoire d'archives, il faut savoir que les archives concernant cette histoire-là particulièrement, l'affaire de Noël et d'autres bien sûr, mais celles-là ont disparu. Il n'y a pas d'archives. Nous savons, puisque nous avons été vérifiés aux archives nationales, il n'y a plus d'archives. Les archives ont été pillées. Et ce que prétend Staman, en tout cas, qui a eu effectivement accès à des copies de ces archives, c'est que ces archives ont à un certain moment été détournés et se sont retrouvés pour des raisons qu'on ignore d'ailleurs aux États-Unis. Et ce qui est plutôt surprenant, c'est que c'est cette disparition. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a été vraisemblablement plus facile, peut-être qu'aujourd'hui, de faire disparaître des archives qui paraissaient gênantes. Ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, c'est que c'est tout à fait étonnant que ce soit de manière générale, en fait, des anglo-saxons qui parlent de l'histoire de France de cette période-là. On trouve, ce sont les Américains ou les Anglais qui poussent un petit peu les historiens français, qui les amènent, en tout cas, à réfléchir sur une période dans laquelle il reste encore des intouchables, des gens dont on ne peut pas mettre en scène. Alors ça, c'est le second point. Puis le troisième point, peut-être, effectivement, c'est un livre qui est écrit par une Américaine, qui a donc les défauts, je dirais, qu'on peut trouver sur la littérature américaine, mais aussi les qualités. C'est un excellent thriller, c'est un livre passionnant. Cela étant, il y a cette espèce de regard de vue d'extérieur. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Je suis en train de relire 1984 d'Orwell, et je trouve que cette disparition quotidienne de l'information qui est de la veille nous empêche d'avoir, on a le nez dans le guidon et on ne sait plus ce qui se passe en fait. Est-ce que je peux faire juste une petite remarque quand vous dites l'information de la veille? Ça, c'est dans Orwell. Nous en sommes à l'information de l'avant-veille. C'est-à-dire que celle de la veille, avec une impression rétinienne très limitée, nous passe devant les yeux. Ouais. C'est d'une habileté extraordinaire. Ouais. Hein? Tout à fait. Ouais. Enfin bon, pas de commentaire là-dessus. Autre chose, quand vous dites en effet, alors je préviens tout de suite les auditeurs de Radio Courtoisie, non seulement que nous sommes dans une émission qui a été enregistrée le 11 juillet, qu'ils écoutent le 29 ou le 30, suivant qui sont des auditeurs matinaux ou vespéraux, deux catégories différentes. Enfin, je suis obligé d'essayer de me représenter les gens. De temps en temps, je les vois à la fête de la Radio Courtoisie, mais auxquels nous nous adressons, qui sont des gens très très gentils. C'est pas les mêmes qui écoutent le samedi matin et qui écoutent le vendredi soir. Et il y en a qui écoutent dans l'année. C'est curieux. Et puis il y a le développement du contact par Internet, qui est un phénomène que j'essaye de comprendre, comme d'autres sont pas en train de me l'expliquer. J'essaye de le comprendre par mes propres moyens. Et ça, c'est un développement étonnant des gens qui écoutent dans le monde entier. Donc, il faut dire que ce livre se lit en effet de deux manières. Il y a un premier degré de lecture qui est, si vous ne connaissez rien au contexte, en faisant abstraction même des informations que vous avez sur le contexte historique, vous êtes plongé dans un contexte qui approximativement est vrai avec des yeux américains, hein, c'est-à-dire c'est vu par d'un Américain d'aujourd'hui ce qui était des Français de 1940 à 1945.
c'est donc un petit peu faux. Ne jetons pas la pierre d'ailleurs aux historiens anglo-américains. Par exemple, sur 2 règnes aussi importants que celui de Charles le Chauve, qui est le premier roi de France, proprement dit, et sur Louis XI, qui est probablement celui qui a laissé durablement le plus d'agrandissement dans ce pays. Ce sont quand même des auteurs anglais-américains qui ont produit les livres qui ont tout changé, enfin, qui font qu'on... C'est grâce à M. Murray Kendall qu'on sait ce qu'il en était de Louis XI, en fait, maintenant. Alors, donc, les premiers degrés de lecture, c'est le contexte. Si vous le connaissez, relisez-le sans acribie, sans vous dire, par exemple, à un moment donné, je vais avoir l'air de critiquer le livre, mais à un moment donné, on apprend que les Parisiens, entre 1940 et 1944, mangeaient du chat et du pigeon. Et elle le sait comment? Elle le sait par un auteur américain qui s'appelle Dank, alors que sur la vie des Français pendant l'occupation, il y a même une surdose, je ne vais pas dire une overdose, mais on sait quand même, même ce que mangeait un Français moyen entre 40 et 44. Il n'y a pas beaucoup de chats et pas beaucoup de pigeons. Un peu de topinambour. Donc, c'est même, disons, dans une étude qui est sortie du Hoover Institute, la vie des Français sous l'occupation, qui a été dirigée par Madame Mouchère, si je ne me trompe pas. Il y a 3 volumes, et c'est une étude absolument pertinente que tous les Américains auraient pu lire sur ce que les Français mangeaient durant l'occupation, comment ils vivaient. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des légendes tenaces. Là, on a l'impression qu'il y a une confusion avec la guerre de 1870-71. Oui, ou avec quand on mangeait, la guerre de 100 ans. Voilà, ou au jardin d'alimentation, les fameux éléphants et autres girafes. Ouais. Enfin, il faut juste souligner, il y a les légendes tenaces. Il faut souligner que même aujourd'hui, nous ne savons pas ce que nous mangeons. Ça c'est bien vu. Donc j'ai en face de moi 2 interlocuteurs, donc je rappelle le nom, Jean-Christophe Pichon et Jean-Pierre Delot, qui eux savent de quoi ils retournent et ont édité ce livre en toute connaissance de cause, sachant dans le contexte. Bien sûr, les Français ne mangeaient pas du chat et du pigeon, en tout cas ils ne mangeaient pas que ça entre 40 et 44, sinon il y aurait plus beaucoup de pigeons et plus beaucoup de Parisiens. Ils se mangeaient entre eux, disons. Les Français se mangeaient entre eux. Après, oui, après. Et donc, puis alors des petites erreurs, non, Robert Brasillac n'a pas été fusillé en 44, mais le 6 février 1945, non, en 1943, ceux qu'elle appelle les collaborateurs ne préparaient pas leur exil, non, enfin, etc. Donc tout ça, ce sont des points secondaires. Je ne parlerai pas de gros et de détails. Cela étant, le contexte est bien campé pour le lecteur américain ou pour le lecteur jeune. Donc le contexte est bien campé, et à ce moment-là, on entre dans une construction qui est celle d'une énigme policière, et c'est un peu de ça dont on va parler, parce que c'est quand même... On entre dans cette construction. Ça, c'est le premier degré de lecture. Et le deuxième degré de lecture, c'est évidemment la réflexion qu'on peut porter à divers niveaux. Nous avons parlé du fait que c'est quand même... Il est étonnant qu'après 50 ans de quasi-silence, il faille recourir à un mémoire universitaire américain pour relancer une énigme aussi pittoresque. Il y a tous les ingrédients qu'on adore en France. Par exemple, chercher la femme, ça c'est très français. C'est pas Scotland Yard qui dit chercher la femme, c'est la police judiciaire française qui dit ça. Et chercher la femme explique beaucoup de choses. On pourrait donc peut-être revenir sur le personnage central de l'énigme, qui est alors, comment faut-il la qualifier, Jeanne Leviton? La maîtresse, la maîtresse, l'exécutrice testamentaire. Si vous voulez, j'essaierai de la situer par rapport à ce qu'elle était. Elle était, avant de faire la connaissance de Robert de Noël, elle était Madame Pierre Frondet. Oui. C'est-à-dire la femme de l'homme Alice Paneau. Ah oui, bon là, quand les détails... Tout le monde sait ce que c'est que l'homme Alice Paneau. Alors on va le répéter pour les auditeurs de Radio Courtoisie très jeunes. L'homme Alice Paneau, c'est
Bien, L'homme à l'hispano, c'est le grand livre des années 20 sur les années folles, qui ont succédé à la guerre de 14-18, c'est-à-dire un moment où les mœurs ont été un peu bouleversées en France, où il y avait effectivement dans la société parisienne un certain vent, disons, de liberté féminine et de liberté sexuelle relativement intense, qu'on a d'ailleurs bien oublié par la suite. Et ça, c'est un point quand même assez intéressant, parce que Madame Lobito est une femme d'aventure masculine, j'entends, et une grande croqueuse d'hommes et une grande croqueuse de diamants. Donc là, on reste toujours, disons, à peu près dans le mythe du chercher la femme. Mais là, vous savez, intéressant pour nous, c'est qu'elle se double de la dame en noir, chère à Gaston Leroux. Et nous sommes là dans le mythe policier. Et donc, cette Madame Lobito est une femme qui a résolument décidé d'être une femme de pouvoir et de faire carrière. Et ça vient d'une sorte de rivalité qu'elle avait avec son mari Pierre Fondé, qui était un monsieur qui était un peu plus âgé qu'elle, et qu'elle a carrément laissé tomber pour voler de ses propres ailes. Elle-même était la fille d'un monsieur qui était éditeur et qui avait été également avocat, qui était monsieur le propriétaire des éditions Montgrélien-Dumas. Montgrélien Domas. Madame Lobito avait une formation juridique, elle était elle-même avocate. C'était donc avant toute chose une femme de tête. Et cette femme de tête, disons, s'était ménagée un certain nombre de connaissances dans la vie parisienne, à des niveaux d'influence relativement différents, tant dans le monde politique que dans le monde des affaires, ce qui expliquera beaucoup de choses par la suite. Juste peut-être un point qu'on a un petit peu occulté, c'est que ce livre est passionnant parce que en dehors de l'intrigue elle-même dont vous allez sans doute parler, dont nous avons parlé, il y a une galerie de portraits de gens qui ont quand même disparu dans l'imaginaire d'aujourd'hui. C'est un livre, c'est un thriller historique en fait, et même s'il y a quelques petites fautes américaines, il y a quand même aujourd'hui des personnages qu'on a oubliés. Moi, je veux dire, même Paul Valéry. Mais Paul Valéry, les gens ne savent plus qui c'est. Enfin, je dis même Artaud. Je dis parce qu'on m'a, il y a une, enfin, je veux pas dire, on m'a posé la question. Qui est radio à Céline, on connaît, mais Artaud, enfin, c'était une assistante. Oui. Mais enfin, cela étant, c'est quand même, enfin, le public à qui ce livre s'adresse, c'est pas forcément des gens qui savent tout sur la littérature. En France, hélas, on ne lit pas, on lit peut-être un petit peu moins qu'en Europe. Et il y a une partie de ces gens-là qui ont disparu. Frondet, dont parle Jean-Pierre, plus personne ne sait. Or, c'était un homme qui était extrêmement connu. Oui, parce que c'est un homme de théâtre. C'est un homme de théâtre. Hein, c'est de ses pièces. Voilà, un succès énorme. Voilà. Et c'était tout à fait le public même, mais il est bien le seul. C'est-à-dire que ce qu'elle a l'air de dire, c'est que oui, tu fais des pièces à succès, mais c'est contre la mode intellectuelle du surréalisme qui s'emploie à faire des pièces où il ne se passe rien. Oui, et c'est beaucoup plus chic. Oui. Et aujourd'hui, évidemment, on n'imagine plus une pièce de théâtre où il se passerait quelque chose, puisqu'on ne voit plus que des surgeons du post-surréalisme où il ne se passe alors quasiment plus rien, sur des scènes nues avec des gens peu vêtus. Alors cette galerie de personnages est très importante dans l'histoire, parce qu'en fait on a des personnages réels. En fait, on fait un thriller à l'américaine, à balles réelles. À balles réelles, absolument. Et ce qui est avec des personnages tout à fait étonnants, y compris de Noël, parce que de Noël est ce que je dis de temps en temps, il n'y a pas de petits ou de grands éditeurs, il y a des gros et des maigres. Hein. Et en fait, de Noël est un éditeur maigre. Hein. C'est par rapport à Gaston Gallimard, qui est un éditeur gros. Il va arriver et puis il va découvrir des gens, parce qu'il lit les manuscrits. C'est quand même un grand. Oui, c'est devenu un grand par ce qu'il a fait, mais quand il arrive à Paris, c'est un petit belge. Oui. Un petit belge. Ah oui, c'est un petit belge. C'est carrément un métèque. Ouais. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La belgitude est quelque chose d'extrêmement respectable, même si Baudelaire a eu la dent très dure. Bien sûr, non, oui, notamment sur les éditeurs belges, ils sont très respectables, sur les écrivains belges aussi.
je dis ça en souriant. Hein. J'ai le plus grand respect, même j'ai beaucoup de sympathie pour les Belges en général. Et bon, donc il est en effet d'ailleurs assez belge de comportement. Si on peut dire. Oui, enfin, il va découvrir Céline, il va découvrir Artaud, il va découvrir Miller, il va découvrir Genet, il va découvrir. D'ailleurs, beaucoup de Belges pensent que Céline est un écrivain belge. Bah oui. Bon, donc, il va découvrir. La nationalité de Céline, il est breton, français, il est de Courbevoie. Non, c'est Louis-Ferdinand Céline, c'est un génie. Il n'est certainement pas mondialiste. Non, c'est un homme étonnant, enfin, au niveau de l'écriture. Bon. Et donc, il va découvrir ces personnages, en 3 ans. Je veux dire, en quelques années, il va découvrir tout ce qui, en dehors du surréalisme, pour lequel il n'est pas branché du tout. Il va découvrir. On ne peut pas. Hein. Non, il s'intéresse à autre chose, mais il va découvrir un certain nombre de personnes qui vont compter en fait. Rappelons les dates, si vous voulez bien, Jean-Christophe Pichon. Donc il est né en 1902, il a 12 ans quand commence l'occupation de la ville de Liège, où son père est professeur à l'université, et il va, contrairement à la plupart des Français, il va savoir ce que c'est que l'occupation, le problème de la collaboration pratique de la cohabitation pratique avec un occupant d'ailleurs très dur, s'agissant de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale, il faut le rappeler. Donc il vient à Paris en 1926, c'est ça, donc à 24 ans, et il commence comme collaborateur dans une librairie d'abord, ensuite dans une galerie d'art. Le mot collaborateur est ambigu là. Pardon, oui, enfin vendeur, voilà. Ouais. Voilà, en librairie, oui. Il n'a pas l'occasion encore de collaborer avec l'ennemi. Collabore avec des gens qui lui sont d'ailleurs très favorables. Donc d'une galerie d'art, ensuite... je dirais plus particulièrement des femmes. Oui, il y a beaucoup... C'est un grand séducteur. Il y a plus de 50% de femmes. La parité n'est pas observée. Là. C'est le contraire de la mairie de Paris aujourd'hui. Et donc, c'est en 1932... que sort, il a commencé à tâtonner dans l'édition, on peut pas dire quand même que... Bon, Dabi. Oui, avant, il a fait plus que tâtonner, parce qu'il avait cette espèce de rêve de l'édition d'avance, où les éditeurs étaient eux-mêmes imprimeurs, ils coupaient leurs papiers dans l'arrière-salle de leur boutique. Il avait une boutique, d'ailleurs ce qu'il voulait, c'était... Oui, c'est ce qu'elle dit, voilà. Est-ce qu'il allait jusqu'à... Il imprimait lui-même à Paris, ça devait être difficile, avenue de la Bourdonnais, quand même. Non, mais c'était son rêve, son truc. Il aimait l'édition, il aimait les textes, ce que les éditeurs n'aiment pas toujours. Comme Nosfeld en aura une plus tard. Absolument. Et il aimait le papier, il aimait le texte qu'il imprimait sur le papier, il aimait aussi les beaux livres, puisqu'il a commencé par faire un beau livre avec un Belge d'ailleurs. Donc voilà. Et puis il va travailler aussi dans une galerie de peinture. Donc il va se trouver tout à fait dans ce cadre de l'édition de textes et d'images qui est l'édition d'époque en fait. Et déjà à Liège, donc à 20 ans, sa future épouse, qui est donc liégeoise, Cécile, déjà il se voit à 20 ans, il se voit éditeur, alors que rien ne lui prépare, ne lui dispose. Il écrit pour une revue. Oui, mais écrire et éditer, c'est deux métiers très différents. Je crois que l'homme, si vous voulez, a continué, parce qu'il y a quand même 2 textes qui sont assez fondamentaux de lui, à savoir la défense qu'il va faire de Céline, tant pour le voyage, que d'un autre côté pour Mort à crédit. Oui. Enfin, tout ça pour dire que il a 30 ans, il est parti de rien, 4 ans plus tôt, non, 1926, enfin, il commence à éditer à la fin des années 20, enfin, son première publication, et en 1932, c'est Le Voyage au bout de la nuit. Oui, mais c'est très important, la première publication romanesque, à savoir Hôtel du Nord de Dabi, ça montre déjà, disons, tout le talent qu'il va avoir comme éditeur.
Parce que bon, pour nous, disons, Hôtel du Nord, c'est quoi? Bon, on se rappelle essentiellement du film, naturellement. C'est le réalisme politique, poétique, pardon. C'est un certain courant populiste. Mais d'où ça provient? La chose assez bizarre, c'est que Eugène Dabi, lui, n'est pas du tout un auteur populiste ni un monsieur populiste. Il est populiste, mais il n'est pas du... C'est très amusant, c'est l'origine même du concept populiste. C'est un esthète, en réalité, et c'est même pratiquement un esthète décadent, comme on aurait dit à la fin du siècle dernier. Absolument. Pas du siècle dernier, je veux dire le 19e, je peux remplacer dans l'époque de De Noël. Et De Noël, lui, il a le feeling de tous les bons éditeurs, il sent l'air du temps. Il sent ce qui peut marcher, ce qui ne va pas marcher, et ce qui y est. Et il se dit, je ne vais pas sortir Hôtel du Nord comme si c'était un livre de Joris Karl Huysmans, je vais le sortir avec l'énergie populaire qui est celle qui marche actuellement, qui est celle qui est en train de sous-tendre, disons, bientôt la politique, et je vais le sortir comme si c'était vraiment l'émanation des tripes populaires. Et finalement, il transforme David, il le change complètement, il le relook, comme on dirait aujourd'hui, et il fait un tabac extraordinaire. Et naturellement, David n'a rien de mieux à faire, c'est que de signer son prochain contrat avec Gallimard. Voilà. Alors, la construction de l'énigme, c'est comme dans un livre d'Agatha Christie, toutes les pièces sont placées à un moment donné pour suggérer au lecteur une solution qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, qui, en ce qui me concerne, m'a convaincu qu'à moitié. Est-ce qu'on va la révéler aux auditeurs de Radio Courtoisie, Jean-Christophe Pichon et Jean-Pierre Deloup? Je vous laisse le choix de... Mais ce qui est amusant, c'est qu'en effet, dès le départ, qu'il s'agisse de Dabi, qu'il s'agisse aussi de Céline, qui est son deuxième grand... À plus forte raison. Et qui va être l'auteur porteur de la maison de Noël grandissante, au travers de cet immense chef-d'œuvre qui est le voyage au bout de la nuit. Il y a une chose qui fait sourire, d'un point de vue français, je dirais même d'un point de vue parisien peut-être, quand on apprend l'affaire quand on relit l'affaire, c'est dommage que Léon Daudet ne soit pas cité, parce que Léon Daudet est un de ceux qui ont défendu Céline. Il ne faut jamais l'oublier, cette chose-là, alors que Céline passe pour un auteur, au tout début, il passe pour un auteur, disons, anarchisant de gauche qu'il n'est pas du tout en réalité, mais il est quand même défendu par Léon Daudet à l'Académie Goncourt. C'est que Madame Stamand a l'air de regretter pour Louis-Ferdinand Céline qu'il n'ait pas eu le Goncourt, mais ça serait le seul prix Goncourt dans l'histoire des prix Goncourt qui aurait un intérêt littéraire. Le prix Goncourt de 1945, enfin de 44 attribué en juillet 45 à l'immortel Elsa Triolet pour son non moins immortel Le Premier Accro coûte 200 francs. Qui l'a lu? Qui va le relire? Personne. Enfin, il faut vraiment avoir une détestation particulière pour le Parti communiste français, et je l'éprouve, cette détestation, pour aller regarder, tiens, alors, qu'est-ce qu'elle écrit dans Le Premier Accro coûte 200 francs. Bon, le prix Goncourt a toujours été, du début jusqu'à sa fin prochaine, j'espère, a toujours été donné au mépris de la qualité littéraire de l'avenir. Oui, mais dans le cas... Est-ce qu'on peut citer un seul Goncourt lu plus de 24 mois après ça? Oui, mais dans le cas de Céline, là, on est dans un cas très particulier, parce que Céline, curieusement, Le Voyage au bout de la nuit est un grand bouquin. Oui. Il est proposé à Gallimard. Nous le savons aujourd'hui. Bon, oui, on le sait aujourd'hui, mais on le savait déjà à l'époque, puisque en fait, il a fait un tabac, comme on dit. Malgré qu'il n'ait pas eu le concours. Oui. Et surtout parce qu'il n'a pas eu le concours, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il a lancé. C'est ce qu'il a lancé. Oui, ça c'est rassurant, je dois dire. Ah, il n'a pas eu le concours, on peut le dire. Mais ce qui est étonnant quand même dans cette histoire, c'est que, contrairement à ce qui est prétendu aujourd'hui par la maison Gallimard, Le Voyage au bout de la nuit, ils l'ont
Ils l'ont depuis quelques mois. Il est en lecture. Et le Gallimard, Gaston ne lit pas. Il donne à lire à ses lecteurs. Et il va. Non, il s'occupe de ses affaires. Surtout. Là, c'est honnêtement, Jean-Christophe Pichon, vous êtes l'éditeur de ce livre. Je suis aussi un éditeur artisanal. Je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que nous portons un jugement. Vous ne pouvez pas, étant à la tête de la maison Gallimard, faire ce que va faire un éditeur artisan qui lira tous les manuscrits. Absolument, il a d'autres travail à faire. Donc il va le donner à lire. Et des gens compétents. Très compétents, Benjamin Crémieux. Voilà, mais ces gens-là vont hésiter sur le texte. Et ils vont écrire, c'est d'ailleurs dans la correspondance entre Céline et Gallimard, où il va envoyer des lettres désespérées en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec mon bouquin ?» Bureaucratie. Voilà, et on va lui répondre « Voilà, c'est la lecture, et puis après, oui, mais il faut qu'on travaille un peu dessus. » Les notes de lecture qui vont être données à Gallimard, c'est dire « Bon, c'est un livre qui est un peu touffu, il faut taper dedans, il faut le couper et tout. » Bon, donc en fait, ça va traîner. Et quand De Noël va se décider, avec Steele d'ailleurs, d'éditer ce livre, ils vont se décider tout de suite. Donc de Céline, qui en a marre d'attendre, qui est impatient, va signer avec De Noël. Oui, surtout que lui, il a été convaincu par l'opération d'Abi. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il va choisir. Et il y a une lettre où je crois que Céline dit ils veulent du populisme, moi je vais leur donner du populisme. Voilà. Et donc De Noël va éditer ce livre. Et à partir de ce moment-là, ce livre circule. De Noël investit beaucoup dans sa promotion, d'ailleurs, au niveau de la presse et pour le faire connaître, et il est donné comme gagnant au concours. Il est donné comme gagnant. Il est tellement donné comme gagnant, c'est que personne n'a le moindre doute sur l'attribution du concours pour le voyage. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a scandale, puisque chez Drouin, entre les étages, manifestement, on a fait transiter d'un niveau vers l'autre, vers le prix Théophraste Renaudot. Voilà, et donc, déjà, par fin de scandale, il n'a pas eu le concours, parce que ça doit être un chef-d'œuvre. En fait, il n'a pas eu le concours parce que c'était un chef-d'œuvre. Est-ce que, parce que le concours est par définition une opération de marchand de papier ? Non, il n'a pas eu le concours. D'ailleurs, c'est raconté dans une biographie de Céline de Vitou, où Vitou dit que le concours a été trafiqué, et lui dit c'est Hachette, ce qui est quand même un peu énorme, parce qu'on ne voit pas en quoi Hachette, qui est le distributeur de Gallimard, pourrait faire pression sur les membres du jury du concours. Vous ne voyez pas comment Hachette peut faire pression en France ? Si, il peut faire pression plus aujourd'hui qu'à l'époque, et en tout cas pas sur le jury. Déjà à l'époque, c'était la pieuvre verte, attention. Pas sur le jury du concours, qui sont pour la plupart attachés à... Grande question. Pour la plupart attachés à Gallimard, les auditeurs de Radio Courtoisie, cher Jean-Christophe Pichon, les auditeurs de Radio Courtoisie liront avec plaisir le livre et leurs neurones ils se feront une idée, des notions. Donc, hypothèse, excusez-moi de vous avoir interrompu, je vous en prie. Hypothèse, Hachette a acheté... Celle de Vitou. C'est dans la biographie. Vitou me semble le grand auteur de référence, et nous l'avions reçu juste avant la publication de la publication en poche, enfin de sa nouvelle édition de La vie de Céline. Je rappelle que c'est quand même qu'elle est parue désormais, et que c'est vraiment ce qu'il faut recommander aux lecteurs, et quitte à ce qu'il y ait des gens pour dire il se trompe sur tel point, etc. Il donne une hypothèse, il se trompe, bon, c'est difficile de savoir. Son hypothèse me paraît... Il ne peut pas se permettre d'aller très loin dans une hypothèse, comme vous dites. Oui, mais enfin, c'est une hypothèse. Bon, moi, je pense plutôt que l'attribution du concours à l'époque, à Aveline d'ailleurs, pour les loups, je crois, c'est ça, est une attribution qui s'est faite sur, bien évidemment, vraisemblablement des pressions. Et voilà, bon, alors, qui a fait les pressions ? Il y avait forcément les gens qui étaient intéressés directement à ce que Céline n'ait pas le concours. Voilà. Ne disons pas qu'en toutes circonstances, l'adage latin « il se fécit qui prodeste » s'impose même aux auditeurs de Radio Courtoisie attachés à la langue française, donc au latin, puisque le français n'est jamais que du latin sous l'influence de Louis-Ferdinand Céline, quoi.
Oui, qui était un grand auteur de la BD. Je veux dire, ses points de suspension, ses points d'exclamation, c'est un traitement du texte comme... il est très moderne, Céline. Enfin, il est d'une modernité incroyable, quoi. Oui, et en même temps, c'est quand même un des prophètes des méfaits de la modernité. Donc revenons donc à notre sujet. Je crois qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses. Cela étant, donc on est en face en 1932 là aussi du contexte, hein, puisque ce n'est pas à cause de 1932 que Robert de Noël a été j'allais dire descendu. J'ai vu que maintenant, par exemple, j'ai vu dans un journal comme Le Figaro, on employait l'expression exécuté s'agissant d'un diplomate égyptien assassiné. Donc, alors descendu, au moins tout le monde comprend. Il a été liquidé à la libération, enfin bien après la libération de Paris. Hein. Donc, parce que l'énigme qui est qui est le commencement et la fin du film. Vous voyez comme... pour moi, c'est un film. C'est un scénario. C'est un magnifique scénario, même la couleur bistre là, de la couverture où on voit ce visage qui m'était inconnu. De même, j'ai appris des choses extraordinaires. Par exemple, on parle de Steele. Steele est donc un Américain qui va contribuer, lui d'abord, sa mère ensuite, à financer en fait le développement de Noël. Ce qui est quand même une question intéressante de penser que c'est un Américain qui a financé le voyage au bout de la nuit. Alors, pendant toute ma jeunesse, parce que j'ai des livres édités par De Noël et Steele, j'ai toujours pensé que c'était deux Belges, De Noël et Stell, évidemment. Un Flamand, lui, peut-être. Donc, et en fait, j'allais dire un Américain comme tout le monde, comme en tout cas Alice Louise Tamin. Hein. Donc, ça aussi, c'est un côté assez significatif. Car notre de Noël, belge donc, tout à fait gaulois en tout cas, il est tout de même, en marge de la société française, du tout Paris littéraire. Il n'est pas du tout comme eux. À une époque, ça aussi c'est une chose que peut-être Madame Stamand aurait eu avantage à mieux cibler, c'est qu'à une époque où toute l'édition française est très à droite, Gallimard n'est pas à droite, Hachette non plus, mais en somme, ils sont les seuls. Tous les autres sont des vrais éditeurs de droite. Grasset, c'est à droite. Fayard, alors évidemment, si un jeune d'aujourd'hui qui achèterait un livre d'histoire édité par une maison qui s'appelle encore Fayard ne se rendrait pas compte de ce que c'était que la collection jaune. Hein, c'est quand même des gens très à droite. Bon, les grands journaux, à part les nouvelles littéraires qui sont une dépendance de la maison Gallimard, les grands journaux qui vont orienter les lecteurs sont des journaux de droite. C'est une chose qu'on doit rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, tout de même, c'est qu'en même Gallimard, pardonnez-moi, avec Drieux-La Rochelle, qui Drieux-La Rochelle n'est pas entre 40 et 44. Voilà, n'était pas considéré comme un homme de gauche quand même. C'était pas un homme de gauche. C'était autre chose. C'était autre chose. Même Gallimard à l'époque suit le courant dominant, mais tout de même en sortant d'autre chose. La NRF, c'est pas l'Action française en tout cas. Donc Robert de Noël, si on regarde un peu le prisme de l'édition française en 1932, au moment où sort Louis-Ferdinand Céline, n'est pas un éditeur de droite du tout. Hein. C'est-à-dire que son assassinat à la Libération le campe dans le camp des épurés. Et c'est le fait qu'il soit dans le camp des épurés, d'ailleurs, qui est peut-être à l'origine de son assassinat. Là, les auditeurs de Radio Courtoisie liront ça avec intérêt, mais avant l'occupation, c'est pas du tout un éditeur de droite.
Donc c'est important peut-être à dire. Oui, tout à fait. Non, d'ailleurs, il va s'intéresser plutôt, avant l'occupation, à des auteurs de gauche, d'ailleurs. Et pendant l'occupation. Et pendant l'occupation aussi, bien évidemment. Parce qu'il y en a au moins deux. Le couple maudit, là, Elsa Triolet et Louis Aragon. Qu'il va protéger, d'ailleurs. Mais totalement. Qui va cacher presque. Enfin, je veux dire, qui va donner des moyens, notamment pour Triolet, des moyens de se protéger. Ah ben, non seulement Elsa Triolet, Aragon, mais également Georges Sadoul, le futur auteur de... Oui, c'est pas de la droite. On peut le lire. Un auditeur de Radio Courtoisie doit lire Georges Sadoul. Mais, voilà, s'il aime le cinéma, s'il aime donc tous les talents qu'a Radio Courtoisie. Et puis, il y a d'autres personnes de gauche et des résistants que De Noël va aider. Voilà, alors on peut toujours gloser sur le thème, ah oui, mais c'est pour se garantir pour l'avenir. Ça n'est absolument pas vrai, c'est l'histoire d'Aragon et d'Elsa Triolet qu'il a véritablement défendu, porté, aidé, et d'ailleurs, Madame Stamand, qui pourtant, par ailleurs, reprend, alors là aussi je vais le dire, j'espère ne pas vous choquer, elle reprend tous les poncifs d'origine communiste sur le patriotisme, les critères du patriotisme entre 40 et 44. Elle les reprend tous. Bon, c'est vrai qu'elle découvre que Thorez n'a pas déserté en 1939. Enfin, il n'a pas déserté, il s'est mis au service du Comintern. Donc, elle reprend tous ces poncifs-là. Il y a quand même un point qui me semble important par rapport à l'énigme en général, c'est que, d'après elle, la seule personne à pleurer sincèrement, ça m'étonne beaucoup de la part d'Elsa Triolet, mais enfin, je vais jusqu'au bout de ma phrase, la seule femme à pleurer sincèrement sur la tombe de Robert de Noël, sur la tombe provisoire, car cet homme-là n'a pas de tombe aujourd'hui, c'est Elsa. C'est inouï. Il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Dominique Rollin. Ah ben oui, mais elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Moi, C'est peut-être un dommage. C'est dommage parce que en fait, c'est dommage pour une raison intéressante, c'est-à-dire que effectivement, de Noël, c'était dénommé le zèbre, c'est-à-dire les rayures noires et blanches. Oui. C'est l'homme du blanc et du noir. Et il l'est aussi dans ses publications, c'est-à-dire quand il va être obligé de collaborer, parce que tous les éditeurs sont effectivement de l'époque, sauf peut-être les éditions. Pourquoi faut-il employer le mot collaborer? Ils collaboraient parce que les Allemands vont leur demander de publier certains textes. Ils vont exiger, absolument. Voilà, ils avaient le choix entre le publier directement eux-mêmes ou de fermer la boîte. Voilà, bon. Donc ils vont se trouver comme ça dans une situation qui est, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Donc il va être blanc et noir, mais à l'extrême d'ailleurs, parce que il va publier autant des textes je dirais antisémite ou poussé à l'extrême. On parle de. C'est pas la maison de Noël, hein, c'est. Oui, enfin, oui, tout à fait. Il va techniquement. Voilà, tout à fait. Mais ça, c'est quand même lui qui les dirige, et il va publier effectivement des textes de personnes qui sont tout à fait à l'extrême. Mais au niveau de ces femmes, c'est pareil. C'est-à-dire Dominique Rollin, c'est la blanche, on pourrait dire. C'est une femme magnifique d'ailleurs, et femme magnifique sur sa façon de fonctionner, et la noire, entre guillemets, qui serait le Vuitton pour revenir à elle. Il n'y a pas une ligne sur Rollin dans... Si, il dit qu'il a édité, mais il ne parle pas de sa relation qui a duré très longtemps quand même, puisque je crois qu'elle avait un enfant de lui qui lui a demandé d'avorter à cette époque, et parce qu'il venait de rencontrer le Vuitton, et il va laisser tomber Rollin pour c'est lui qui est noir. Et là, il est noir. Il est tout à fait noir. Voilà, oui, voilà, alors c'est un aspect que je vous dis franchement, on peut révéler aux auditeurs de Radio Courtoisie comment se fabrique une telle émission. Elle s'est fabriquée de façon, excusez-moi de faire un peu cette incidente, ça me permet de rappeler que je reçois actuellement monsieur Jean-Christophe Pichon et monsieur Jean-Pierre Deloup, avec qui nous nous entretenons à propos de Assassinat d'un éditeur à la Libération, titre d'un livre et sujet de notre inquiétude. Cet éditeur s'appelait Robert de Noël. L'auteur s'appelle Alice Louise Stamand. Ce récit a été publié par Edith.
Édite, c'est vous, Jean-Christophe Pichon, oui, non, Oui, Édite Édite. Voilà, 6 place de la Madeleine. Donc, nous parlons de cela et cette émission est enregistrée le 11 juillet au matin. Elle sera donc diffusée le 29 au soir et le 30 à 9h du matin. Nous avons fabriqué ça en 4 jours. Hein. Alors j'avais quelques informations sur ce qui s'est passé en France entre 40 et 44, et même avant et même un petit peu après. Mais sur le sujet, j'ai relu votre livre en 4 jours, et contrairement à Robert de Noël, moi je ne sais pas lire un livre en un jour. Il paraît. Là aussi, l'information vient du bulletin sélinien, donc elle est indiscutable, puisque c'est fait par quelqu'un d'une grande qualité, le bulletin sélinien, que nous aimons beaucoup à Radio Courtoisie. Il paraît donc que Robert de Noël lisait un livre tous les jours à partir des années 20. Et qu'il a fait ça toute sa vie. Est-ce que c'est plausible? C'est plausible pour une raison, juste pour une raison, parce que je suis moi-même éditeur, comme vous d'ailleurs. Donc, nous sommes obligés de lire vite. Alors, lire vite, c'est autre chose. Lire vite, parcourir. Oui, mais quand je dis parcourir, c'est plus que parcourir. C'est-à-dire qu'on sait ce que vaut un livre en lisant 20 pages. On croit savoir, c'est vrai. Après, il faut le continuer. Parce que Balzac n'aurait pas beaucoup d'éditeurs. Hein. Non, c'est peut-être 30 pages. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on sait assez vite si un livre mérite, en tout cas, s'il mérite d'aller jusqu'au bout. Donc, il est vraisemblable qu'il ne lisait pas des livres en un jour, mais en un jour, il savait sur ces manuscrits s'ils étaient intéressants ou pas. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on peut dire. Alors après, je pense qu'il voulait les éditer, il les reprenait, puisque en général, on travaille aussi avec les auteurs. C'est ce que je fais pour une émission. Ouais. C'est-à-dire que je parcours en vitesse, je dis tiens, c'est intéressant, bon, on va voir s'il y a une date. Alors, donc en 4 jours, moi je n'ai lu que le livre, je crois m'être souvenu de ce qu'il y a dans le livre, mais aucune frilosité, oui, d'accord. C'est un très joli livre en fait, mais très curieux et pour lequel il faut mettre en garde le lecteur contre certaines réactions qu'il peut avoir au premier degré s'il sait ce qui s'est réellement passé et par exemple le rôle des communistes dans l'épuration. Il y a par exemple une chose qui m'étonne de la part de notre auteure américaine, elle a peut-être tout à fait raison, c'est d'avoir l'air de dire. J'ai beaucoup de scrupules, Jean-Christophe Pichon, à orienter l'auditeur vers les suggestions de l'enquête criminelle que fait Alice Louise Taman. Mais par exemple, quand elle parle d'un côté incident, elle dit oui, c'est Georges Bidault et elle mentionne Georges Bidault et Suzanne Bidault comme ayant trempé dans l'exécution, là on peut dire exécution puisqu'il s'agissait d'une décision de justice de ce pauvre Robert Brasillac. C'est la première fois, je crois avoir lu beaucoup de choses de Robert Brasillac. Je m'honore d'avoir éprouvé personnellement beaucoup de sympathie, dont une part était peut-être réciproque de Maurice Bardèche. Pour moi, c'était un très grand écrivain, en tout cas. J'ai beaucoup discuté avec Maurice Bardèche. Je n'ai jamais entendu dire que quoi que ce soit contre Bidault à ce sujet, que ce soit même, par exemple, dans Lettre à François Mauriac de Maurice Bardèche, il n'est pas question de Bidault. Comment peut-elle imaginer qu'en février 1945, c'est sous la pression du ministre des Affaires étrangères qu'on prend la décision de fusiller Robert Brasillac? Oui. Surtout Bidault. Oui. Moi, je crois. Enfin, c'est une question très intéressante. C'est une autre question que autour du livre, mais même au-delà de ça. Oui. C'est qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment après la libération. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau
politique international et au niveau politique tout court. Bon, français reflétant l'international. Voilà, français, oui, c'est ça. Et son regard d'américaine est intéressant, mais peut-être faux. Oui, peut-être, tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a en dehors des... je dirais des mouvements passionnés, y a-t-il eu des exécutions, des fois dans des conditions particulière. Comment se fait-il qu'il y ait encore aujourd'hui, sur cette partie-là, des archives qui ont disparu? Comment se fait-il qu'il y ait autant de points d'interrogation qui restent aujourd'hui? Or, il est certain que, juste une phrase, qu'il s'est passé quelque chose. Ce que souligne Staman, elle a peut-être tort d'ailleurs, c'est qu'elle parle du fameux massacre de Katyn, hein, dans lequel... Ah, ça c'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Parce que Brasillac est en effet l'homme qui ose mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, vraisemblablement, le massacre de Katyn, personne n'a intérêt, si c'est bien comme ça que ça s'est passé, de l'attribuer aux Russes, avec lequel la France a des accords... Aux Soviétiques, pardon. Avec lequel la France a des accords. Là, on est en train de partager quand même un petit peu l'Europe, et ça arrange tout le monde de l'attribuer plutôt aux Allemands, comme ça a été fait à l'époque. Or, Brasillac, à cette époque-là, va dire non, c'est pas vrai, j'y étais. Il va même essayer d'en faire un élément qui est d'information. Il veut se battre sur cette histoire-là. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le point central de quelque chose? C'est vrai que c'est une piste passionnante. C'est une piste passionnante en tout cas, absolument. Une piste passionnante. Et je crois même d'ailleurs que ces relations entre la France et les soviétiques de l'époque ont peut-être eu d'autres vagues, parce qu'il reste un grand mystère dans l'assassinat de De Noël. C'est pourquoi est-ce que De Noël a-t-il été exécuté, puisqu'on peut parler d'exécution. Je suis très content qu'on mette en parallèle, et je voulais y venir, Jean-Christophe Pichon, continuons sur cette voie. Je crois qu'en effet, pour comprendre la mort de Noël, en tout cas pour comprendre la force qui a armé la main, qui certainement c'est certainement pas d'un crime crapuleux, et ça on en a la preuve matérielle. La force qui est derrière cette main, je veux pas nommer un personnage qui n'est peut-être qu'un témoin, qu'un témoin informé de cette affaire. Pour moi, elle est totalement liée à la pression sanglante du communisme en 1944-45 et à son introduction de force dans le patriotisme. Là, j'y mets des guillemets, c'est pas possible. Pour moi, c'est indigeste d'imaginer qu'un patriotisme français puisse être engrossé par des staliniens. Je ne l'imagine pas, mais c'est quand même la vérité aujourd'hui. C'est devenu la vérité 60 ans plus tard. Et même Madame Staman, elle a cet avantage extraordinaire qu'universitaire américain, travaillant à l'université de Michigan avec une documentation considérable. Toutes les pistes lui sont permises. Absolument. Y compris étant américaine, de nous indiquer ce que c'est que le patriotisme français. Mais c'est quand même aussi une chose qu'on ne doit pas oublier. Depuis Paxton, la conscience patriotique des Français, elle est instruite par des auteurs américains qui, sauf erreur, en 1940, quand même Arthur Grossier, grand maître du Grand Orient, leur écrit « Mais, chers frères, venez nous aider », c'est cash and carry, non? Je crois me souvenir de ça. Ensuite, ils ont agi différemment. Même Roosevelt, s'agissant de nourrir les Français. Mais tout de même, on a cette chose-là. Alors, elle écrit sur ce sujet avec beaucoup plus de liberté que n'écrira un Français. Et donc, vous mettez le doigt sur une question très intéressante, très importante, qui est dans le livre, en disant la politique extérieure du général de Gaulle en février 1945 était la mano en la mano avec Joseph Djougashvili Staline. Ça, c'est clair. Mais c'est pas Georges Bidault. Moi, c'est ça qui m'a étonné. C'est qu'on accole le nom de Georges Bidault quand on sait ce qu'il a fait après. Quand on a même croisé une fois dans sa vie Georges Bidault. Voilà, je voulais défendre la mémoire du président Bidault.
on pourrait revenir donc à l'enquête, puisque Georges Bidault n'est pour rien dans la mort de Noël, ça au moins ça c'est clair. Ça c'est complètement clair, complètement clair. Revenir donc à cette construction d'énigmes policières, la victime, chercher la femme, ensuite tout le contexte, qui est tout le côté qu'on a évoqué. Hein. Et ensuite, il y a tout de même les données de l'énigme. Oui, les mobiles et les données de l'énigme. Les mobiles que l'on peut connaître aujourd'hui, ça fait une certaine échelle d'ailleurs de mobiles différents, et puis les mobiles plus ou moins inconnus qui sont ceux auxquels nous venons de faire allusion. Pour moi, on ne doit jamais perdre de vue le lien entre De Noël et l'appareil, qui est d'ailleurs un appareil clandestin, s'agissant d'Aragon. N'oublions quand même pas tout ce que l'on sait par des mémorialistes, donc, mais aussi qu'on sait peut savoir en direct, sur le rôle d'Aragon dans le milieu culturel à la fin de l'occupation allemande, et donc au tout début c'est quand même l'homme qui a servi de filtre au blanchissement patriotique, si l'on peut dire, de la sphère culturelle française à la fin de l'occupation. Le plus grand propriétaire de peinture en France, c'est aujourd'hui encore le Parti communiste français, grâce à ce qui a été extorqué par Aragon et ses sbires, et ça je le dis clairement, gentiment, courtoisement, à l'antenne de Radio Courtoisie. Je le dis parce que je le sais, et que vous pouvez le trouver dans Galtier-Boissière, par exemple. Elle a lu Galtier-Boissière. Elle ne s'est peut-être pas rendue compte de la part d'imposture du couple Aragon-Triolet. Je ne parle même pas de l'imposture quant à la structure du couple. Hein, les yeux d'Elsa, ils ont peut-être pleuré sur la... Alors, il y a une chose, moi, qui m'étonne, mais là, vous allez peut-être me renseigner. Madame Stamand attribue à Elsa Triolet une judéité que je lui ignorais totalement, qui est tout à fait secondaire, mais qui pour elle semble importante. Pour moi, Elsa Triolet, elle est stalinienne, donc même a priori antisémite quelque part. Bon, et elle en fait une juive. Est-ce que c'est corroboré dans notre esprit? Nous avons une information là-dessus. On s'en fout complètement. Mais elle n'a pas l'air de ça. Elle considère ça très important. Et je crois que la seule référence est Galtier, justement, bon, qui dit oui, alors elle a 3 mérites. Mais moi, honnêtement, je ne crois pas du tout qu'Elsa Triolet ait eu cette qualité. Je la vois plutôt en russe stalinienne. Non, on n'en sait rien, on s'en fout. Oui, non, par contre, il y a un point qui est assez intéressant, c'est de considérer que M. Steele était juif. Ah bon? Oui. Ah ben ça, elle ne le dit pas. Alors bon, enfin qu'un Américain en plus de cette origine ait financé le voyage, c'est quand même, voilà. Ça c'est quand même important, ne serait-ce que pour cela. Et pourquoi ne le dit-elle pas? Parce qu'il reste en très bonne relation jusqu'au bout avec De Noël. C'est quand même une question qui... Oui, la relation, si vous voulez, elle va se faire quand il y aura la publication du premier pamphlet. Donc à partir de là, oui. Considère qu'il ne peut plus décemment rester comme associé. C'est pas dans le livre. Si. C'est dans le... Ah oui, mais elle ne met pas ça sur le compte de l'antisémitisme quand même, de ce que vous appelez des pamphlets, juste avant la guerre, hein, de Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres. Mais Steele est un personnage fort curieux parce qu'en aparté... Madame Stamann a continué à se renseigner quand même sur Monsieur Steele, et on retrouve le personnage, si vous voulez, à la fin de la guerre, et on le retrouve... Oui. Où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve avec Alain Dulles. On le retrouve en Suisse. Et il est l'un des fondateurs, si vous voulez, de la future Fondation ouverte. CIA. Oui. Il appartient à l'OSS. Carrément, il appartient à l'OSS. Mais ça, c'est pas dans le livre. Là, ce n'est pas dans le livre, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie vont savoir plus de choses mais vous que les lecteurs. On peut savoir plus de choses. C'est un bonus qu'on peut donner. Mais c'est très intéressant, parce qu'on peut se revoir, si vous voulez, toute l'histoire, mais savoir si M. Steele n'était pas un agent
Ah, je ne le crois, américain. Je ne le crois pas du tout, parce que ça n'existe pas avant 40, ce que vous dites. Non, mais c'est tentant. Le grand jeu existe pour les anglo-saxons. Oui. Vous savez comme moi que de toute façon, l'OSS Je ne sais pas. a été relativement fondé par l'intelligence service, par les Anglais. Mais il y avait quand même des réseaux de renseignement américains, si vous voulez, un peu à la manière anglo-saxonne, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, que les hommes, disons, qui voyageaient beaucoup, donnaient des renseignements qui, à l'équivalent... Mais c'est pas propre aux Anglais et aux Américains que vous appelez anglo-saxons, ce que vous dites. Oui, mais disons, dans le cas d'une carence, il y avait des services officieux s'il n'y avait pas de service officiel aux États-Unis. Et on peut très bien se poser la question de savoir si M. Steele, qu'on va quand même retrouver à l'OSS, je le maintiens, n'était pas déjà un gentil membre. Oui, vous avez une longueur d'avance sur moi sur l'histoire de son appartenance au service après la guerre, au service américain. Honnêtement, j'aurais tendance à vous répondre, Jean-Pierre Delouze, truc comme ça, qui me semble plutôt que c'est parce que c'était un homme d'affaires qui connaissait les milieux européens avant la guerre que dans l'immédiate après-guerre, il va se trouver dans le sillage d'Alan Dulles, qui est quand même un même durant la guerre, oui, parce que Dulles était en Suisse, il était basé en Suisse. Oui, mais voilà, avant et après la guerre, jusqu'à Pearl Harbor, les Américains ont une politique qui n'est pas tout à fait la même qu'après. Donc, ça peut aussi être intéressant quand on réfléchit à l'époque actuelle. Il y a eu quand même une transmutation de la politique américaine. Aux États-Unis, quand on recrute des gens comme ça, on va peut-être les recruter plutôt parmi des gens qui, justement, connaissent, alors même que les services, me semble-t-il, ne devaient pas être très développés. Ce qui était sûrement développé, c'était le réseau d'influence britannique en France, qui est développé depuis la Régence, à peu près. Donc ça, là, il y a de la patine, là, il y a des... Là, il y a des réseaux, mais nos amis américains sont jeunes sur le marché, me semble-t-il. En tout cas, à l'époque. Ce qui est certain d'ailleurs, et que Radio Courtoisie, sans être même marxiste, je ne crois pas être affublé de cette tare. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, l'influence d'un citoyen des États-Unis comme M. Steele, elle vient tout simplement parce qu'il est en mesure, il y a une provision sur son compte en banque quand il s'agit de faire une augmentation de capital, et que c'est peut-être ce qui explique l'énorme influence avant la guerre et après la guerre. C'est que les moyens financiers manquent terriblement dans la sphère culturelle en Europe. Oui, mais après la guerre, très bizarrement, toujours selon Mme Staman, M. Steele finira très mal, il finira dans la plus extrême misère. Ah bon? Oui. Alors, c'est à croire que c'était sa maman, Mme Hirschhorn. Ah ben voilà, d'ailleurs, oui. Voilà. Quant à lui, il semblerait qu'il n'ait pas eu... Oui, mais s'il a une influence auprès de notre ami Robert de Noël, je réponds, je cherche pas à avoir réponse à tout. Il est vrai que ce qui est intéressant... Et c'est une question de plus. C'est le mystère, voilà. C'est encore une question qu'on se pose. Exactement. Ah. C'est que ce livre, bon, il a une lecture au premier degré. Je dis aux gens qui connaissent un peu l'histoire 40-44, etc., de considérer comme secondaire et de se souvenir qu'il s'agit d'un auteur américain. Le contexte, on apprend quand même beaucoup de choses. On apprend sur l'édition surtout. Sur l'édition et sur d'autres choses. Sur les mœurs. Valérie, sur les mœurs. Sur les mœurs, quand elle dit cette réflexion qui est très étonnante. À un moment donné, elle dit, il avait une maîtresse comme la plupart des Français de cette époque. Ça fait sourire, je n'en sais rien, j'ai pas vécu en 1925. C'est vrai que dans la littérature française de cette époque, dans le théâtre de boulevard, dans les journaux, etc., le mot maîtresse revient très souvent. Bon, aujourd'hui, ça se passe peut-être différemment, mais par exemple, on prête très peu de maîtresses au maire de Paris. Vous comprenez? Actuel, je ne parle pas du précédent. Je ne parle pas du précédent. Bon, donc les Français des années 20 étaient peut-être se comportaient un peu comme les Américains d'aujourd'hui.
Enfin, quand on voit quand même Vous voulez dire qu'on était de joyeux hypocrites à l'époque? Eh bien, est-ce qu'on a changé aussi radicalement que vous le pensez? Non, je ne sais pas. Pour moi, les Américains ne sont pas si hypocrites que ça, mais enfin, s'agissant... Oui. Ça dépend de qui. Oui, on les dit puritains, mais enfin, bon, on a l'impression quand même qu'on peut être président des États-Unis et quand même avoir une vie privée. Ah ben c'est ce que dirait Madame Clinton. Oui, voilà. Donc, revenons à ce bouquin. On apprend des tas de choses. Bon... Et puis il y a ce second degré, c'est-à-dire toutes les portes que vous ouvre cette histoire qui reste quand même un mystère. Alors, je suis un affreux bavard, Jean-Pierre Deloup, et il faut me le pardonner. Et j'espère que Jean-Christophe Pichon aussi me le pardonnera, et les auditeurs... Oh ben, ça fait bien longtemps qu'ils s'en ont redemandé. Bon. Alors, donc, dans cette histoire, Mobile, on a le contexte, oublions-le, Mobile, chercher la femme, elle est donnée de l'énigme dans la petite vingtaine de minutes qui nous reste. Le Mobile, c'est l'argent, le pouvoir. Ben, il y a un premier mobile, si vous voulez, c'est le mobile de Noël pour se sortir de toute cette histoire. C'est-à-dire de l'accusation qui pèse sur lui de collaboration avec l'ennemi. Alors qu'il vient juste d'être acquitté, mais il y a un deuxième procès. Voilà. Et pour ça, manifestement, il joue la carte du Parti communiste français pour le sortir de ses problèmes. Et pour ça, il est prêt à payer. Ben voilà comment c'est dit. Là, c'est clair, et c'est ce qui moi, me semble de se ressortir du livre. Elle ne le dit pas comme ça, cette amende. Si, elle est assez précise quand même. Ouais. Oui, tout à fait, elle donne des noms. Elle donne même des noms, même des gens qui sont nommés précisément dans ce livre. Oui. Non, mais là, c'est très clair. Bon, c'est une piste, il faut sortir de cette situation. Et donc, il attaque l'oligarchie précisément l'oligarchie éditoriale française en disant mais ils ont tous fait comme nous. Ils ont tous fait comme moi. Ils ont tous donné des gages. Moi, je me suis peut-être plus battu qu'eux. Ça, c'est fort possible. Parce que, bon, il y a un certain nombre d'épisodes qu'on a passés. C'est que quand de Noël revient après la victoire allemande, ou plutôt l'armistice, bon, ben, il trouve son magasin, il trouve ses bureaux clos. Clos par décision de l'autorité allemande, qui a décidé donc de fermer les éditeurs, et que les éditeurs, pour recommencer à travailler, devaient avoir la permission des autorités allemandes. Et donc, ça va être un combat incessant. Chose qu'on oublie aussi, c'est les problèmes sans arrêt qui ont turlupiné de Noël, à savoir trouver de l'argent. Oui, et à un moment donné... Et ça, c'était un éditeur fauché. L'argent passait dans la fabrication des livres, l'argent mettait toujours autant de temps à revenir, et à la fin de la semaine, les problèmes étaient toujours les mêmes, il y avait toujours des notes à payer. Et là, il était prêt à n'importe quoi pour trouver de l'argent, et il trouve un associé qui est un associé allemand. Après avoir sollicité des financements de l'État, français, absolument. Qui lui sont refusés d'ailleurs. Ils sont totalement refusés. Peut-être pour de bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'il se tourne vers un associé privé allemand. C'est très important, c'est un éditeur d'art. Voilà, ce n'est pas du tout une émanation de l'administration allemande, ce n'est pas du tout un prête-nom des autorités allemandes, c'est un citoyen allemand qui s'associe à titre privé. Et qui est un éditeur d'art. Voilà. Enfin, précisons bien les choses. Donc, il trouve cet associé. Ça va d'ailleurs lui occasionner des difficultés avec un homme qui, à l'époque, est fonctionnaire de Vichy. Voilà. J'emploie le mot, je ne l'aime pas. Qui est un haut fonctionnaire de l'État français, donc gouverné depuis un conseil des ministres siégeant à Vichy. Et donc, c'est marrant parce que c'est Maurice Couve de Murville qui ensuite, évidemment, va passer à Londres, oui, à Alger, enfin, j'en sais rien. Oui. Voilà, et donc, donc premier mobile, ce que vous venez de dire. Bon. Deuxièmement, la piste, chercher la femme. La femme, donc on l'a dit, l'héritière de Thomas Armand Chrétien, Madame Leviton, elle-même juriste, fille de juriste, et très forte... même en droit pratique, si on en croit les dernières pages du livre, quand même. Oui. Extraordinaire, aussi bien sur le plan pénal, puisque
puisqu'elle a un alibi formidable, construit presque à l'avance, c'est ça l'ennui, pour le jour du meurtre. Ça, c'est extraordinaire, et c'est une donnée fabuleuse, qui ensuite, révélons-le aux auditeurs de Radio Courtoisie, va ratatiner ses adversaires par des choses qui n'ont rien à voir avec le fond. Elle va expliquer que Madame Cécile de Noël trompait son mari, et pour preuve, elle a une lettre non signée qu'elle a subtilisée, donc que Leviton a subtilisée. Bon, on peut le dire, j'espère qu'on attente à la mémoire et au nom de personne, mais enfin il s'agit de passion, donc tout ça a été, comment dirais-je, effacé par le temps. Mais revenons dans cette histoire, ce procès de 1950. L'affaire est close en 1950 parce qu'on croit découvrir que Madame Cécile de Noël trompait son mari. Ce qui n'a rien à voir. Ce qui n'a évidemment rien à voir avec le fond. Il s'agit, c'est une parenthèse, d'une lettre magnifique dont nous avons réussi à avoir une copie d'ailleurs, qui est une lettre absolument extraordinaire, mais dont on pourrait penser aujourd'hui, dont on ne sait pas si elle est vraie ou pas. C'est-à-dire que cette lettre, c'est un brouillon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est peut-être plus vrai qu'une lettre envoyée. Oui, mais on n'a pas. C'est un très beau texte. C'est un très beau texte. Un très beau texte de tout ce qu'il a ressenti dans sa relation. Imaginons que ça se passe il y a 2 siècles. C'est un homme qui voit s'effriter son union avec sa femme. Et dans ce texte, il lui fait tous les reproches, etc. Que cette lettre ne soit pas signée de lui, qu'elle n'ait pas été mise dans une enveloppe, qu'elle n'ait pas reçu un timbre, ça c'est une fausse question. C'est un texte. Il ne l'envoie pas en tout cas, voilà. Voilà, mais c'est un texte qu'il a vraiment écrit, donc ce sont des choses qu'il a vraiment pensées, ressenties à un moment donné. Ça n'a rien à voir avec sa mort. Non, tout ça n'a rien à voir avec les gens qui l'ont assassiné. Ni avec le procès en tout cas. Ni même avec le procès de 1950. Donc c'est aussi tout à fait significatif de la part de cette femme qui est une juriste, Madame Leviton, c'est d'avoir su très bien mener sa conduite dans une affaire judiciaire. Mais c'est pas parce que vous êtes gagnant. Est-ce que j'ai le droit de dire que les procès ne font pas la vérité historique ? Bien sûr. Bon, d'accord. Voilà. Donc, puisque les procès ne font pas la vérité historique, les procès font la victoire de ceux qui ont su bien jouer avec les pièces, avec la procédure, avec les magistrats. Parfois même, peut-être une femme peut séduire un magistrat. Oui, mais surtout dans le cas de Madame de Leviton, elle a été extrêmement féminine et extrêmement brillante avocate. Elle a joué sur les 2 tableaux comme d'habitude. Elle a des gros appuis politiques aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle est protégée. Vous parliez de Georges Bidault, mais à la mort de Georges Bidault, Jeanne Leviton ne va pas avoir du tout les mêmes relations ni les mêmes moyens. Je dirais, elle disparaît, je dirais quelque part dans l'anonymat. Je veux dire, elle est beaucoup moins importante qu'elle était à l'époque. Donc, il est difficile, ces femmes... Une femme à la limite de la Troisième République et de la Quatrième République. C'est des femmes qui sont mêlées à la politique. Elle commençait à avoir un certain âge aussi. Oui, aussi, absolument. Mais elle ne pouvait plus jouer de son charme. Mais il y a des personnages comme ça, de femmes fatales en France. Il n'y en a pas autant que ça. Il y en a dans l'histoire, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un personnage qu'on retrouve beaucoup plus facilement dans la littérature américaine. Voilà, on y vient. Voilà. Ce livre fait très littérature. Je ne suis pas en train de dire que c'est une littérature de gare. Ça ne vous empêche pas de l'emporter dans le train si vous avez envie de lire dans le train. Vous le lirez avec beaucoup de plaisir. C'est un livre de vacances, en fait. C'est un très beau livre pour des vacances, on peut le dire, puisque l'émission que nous faisons le 11 juillet va être écoutée par des gens qui vont partir en vacances. Enfin, on peut leur souhaiter, ou ceux qui s'embêtent à Paris liront ce livre avec beaucoup de plaisir. Ça ressemble beaucoup à une construction de livre américain, c'est-à-dire ça ne s'en cache pas. Donc parce qu'il y a ce côté énigme policière. Alors, quelques mots quand même sur l'énigme. Je vous laisse la liberté de dire quelle est la clé de l'énigme à la fin. Pour moi,
Oui, je crois qu'il faut il faut laisser le lecteur le découvrir, parce que, enfin, je crois qu'on lui a donné beaucoup de pistes dans cette émission déjà. Non, s'il faut revenir peut-être un petit peu sur ce personnage, bon, il y a des personnages comme ça un peu extraordinaires qu'on pourrait, il faut garder effectivement les différences. Ce sont des femmes qui ont joué un rôle important en politique. On pourrait parler de Vier-Joncourt, Madame de Vier-Joncourt par exemple, qui est aussi mêlée quelque part à des hommes politiques et qui sont des personnages qui ont une influence un petit peu importante. Bon, disons que dans ce qui concerne Jeanne Le Viton, c'était surtout dans l'édition et au milieu dans tout ce milieu-là, mais aussi dans le milieu politique. Donc, ce qui explique peut-être, et ça on peut le dire, que ces 3 procès successifs et surtout le dernier est un procès qui est manipulé. Je veux dire, d'ailleurs, Staman le dit dans son livre. Je veux dire, ce procès ne se passe pas comme il devrait se passer. Et effectivement, il y a on va prendre en compte des éléments qui ne sont pas le sujet. Si on prend le sujet même de l'assassinat de Noël, il y a largement de quoi, en tout cas, impliquer des gens qui sont nommés dans le livre, y compris d'ailleurs ce personnage. Or, effectivement, ça ne va pas se faire, et voilà. Donc, moi, j'ajouterais une chose, c'est que il y a des défaillances totalement voulues au niveau de la police. Oui, tout à fait. Alors oui, la police. On ne dit jamais que fait la police. Dans ce livre, alors quand même, si c'était un livre français, on dirait c'est telle brigade territoriale, c'est la brigade criminelle, c'est le quai des Orfèvres, enfin donc peut-être la police judiciaire, donc peut-être la brigade criminelle. On aurait des noms, le commissaire un tel, là rien. Bah écoutez, la police. C'est la grande époque du commissaire Maigret, je peux vous assurer qu'il n'était pas présent sur l'affaire. La police, ça se résume à 2 hirondelles que le commissariat va envoyer voir ce qui s'est passé sur les lieux du théorique accident qui va devenir la scène du meurtre. Ça va être une enquête extrêmement bâclée, notamment par rapport à la fameuse roue crevée, par rapport aux témoignages, par rapport à... La fameuse roue crevée, reprécisez s'il vous plaît Jean-Pierre Deloup pour les... Oui, enfin la roue crevée risquerait de nous entraîner vraiment trop loin. C'était la voiture donc qui avait été ce soir-là, etc., etc. Il y a tout un problème autour de cette voiture, dans la mesure où il y avait des affaires dans le coffre de la voiture, où De Noël aurait pris justement un cric pour essayer d'arranger lui-même sa roue. Enfin, bon, ne rentrons pas dans les détails, mais sachons que si les dossiers sont vides, les enquêtes de police elles-mêmes étaient déjà pratiquement vides à ce moment-là. Donc il y avait orientation de l'enquête. Et l'orientation de l'enquête, on aurait pu même avoir le toupet, disons, d'arsener comme argument que De Noël se serait même suicidé. Et se serait suicidé en crevant un pneu de sa voiture qui roulait, voilà, exactement. Donc en se tirant un premier coup de revolver, c'est extrêmement habile. Là. Dans la technique du suicide, on dépasse le record de Stavisky. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Madame Le Viton, elle a déjà partie de gagner sur la partie technique de son procès. Il ne lui reste plus qu'à démêler un écheveau. Et les chevaux qui est naturellement le pire, c'est la question à qui appartiennent les éditions de Noël. C'est-à-dire qu'elle sort une session, c'est une session qui lui avait été donnée en blanc, où elle n'a eu qu'à rajouter sa signature, alors que la signature de son amant de Noël y figurait déjà pour devenir propriétaire des éditions de Noël. Alors, rappelons que pour les 3 minutes qui nous restent, Radio Courtoisie étant une radio très attachée à la langue française, on va être en face d'un problème linguistique important. On dit toujours post-daté pour antidaté. En réalité, donc, cette session a été rédigée bien avant le procès de décembre, probablement. Pas tellement. Oui, avant le procès. Probablement en octobre. Ouais. Probablement en octobre. Quelques jours avant son assassinat. Voilà. Et elle est datée, en tout cas physiquement, la date qui figure sur l'acte est antérieure à l'assassinat, ce qui est mieux. Oui, c'est préférable. C'est préférable, et ce qu'on peut soupçonner, c'est que la date a été mise par une main mystérieuse. La date et la somme, puisque la somme d'ailleurs n'a jamais été versée. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la somme est dérisoire.
Oui, il n'a jamais été versé en plus. Et manifestement, il n'y a aucune preuve de son versement. Du versement. Ouais. Ni un chèque, ni un reçu, ni rien. Non, De Noël avait fait cette procuration, cette passe et part en blanc au cas où il aurait été condamné au procès. Donc il veut sauver sa boîte. Donc il se protège en disant si je suis condamné, le propriétaire de la maison ne sera plus tout à fait la même personne. Voilà, il nous reste 1 minute pour dire que nous sommes entrés dans le mystère. J'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie auront aimé cette petite démarche. En tout cas, moi, je remercie Jean-Christophe Pichon et Jean-Pierre Deloud de m'avoir donné envie de relire ce livre qui s'appelle « Assassinat d'un éditeur à la Libération » par Alice Louise Staman aux éditions Édite et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit d'habitude. Sinon, je donne l'adresse des éditions Édite, c'est 6 place de la Madeleine, dans le 8e. Dans le 8e. Voilà, et merci et bonnes vacances pour ceux qui vont partir.